En septembre 1939, le monde s'est précipité vers le plus grand conflit de l'histoire. En quelques jours, des millions d'hommes ont été mobilisés et les frontières européennes ont commencé à s'effondrer sous la force militaire allemande. La guerre n'est pas née de rien, mais de décisions calculées et d'une série de provocations impossibles à arrêter. Le début fut brutal et direct. L'invasion de la Pologne fut menée avec une tactique de rapidité et de puissance connue sous le nom de Blitzkrieg. Chars, avions et troupes avancèrent en parfaite coordination, dévastant les défenses et semant la terreur en quelques heures. Les puissances européennes, liées par des pactes et des engagements, répondirent en déclarant la guerre à l'Allemagne. Un conflit mondial était alors lancé. L'invasion de la Pologne a-t-elle réellement été la cause du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale? Ou la guerre était-elle déjà décidée bien plus tôt? Quel facteur caché explique son véritable déclenchement? Les blessures de la Grande Guerre, le traité de Versailles et l'humiliation allemande. Le 11 novembre 1918, dans un chariot arrêté dans la forêt de Compiègne, fut signé l'armistice qui mit fin à 4 années de guerre. Les cloches résonnèrent dans les capitales alliées, mais dans les tranchées allemandes, la nouvelle fut accueillie avec stupeur. Les lignes n'étaient pas complètement effondrées et aucun soldat ennemi n'avait encore franchi le cœur du territoire allemand. Cependant, le haut commandement ordonna la retraite, telle une armée vaincue. La confusion se transforme bientôt en ressentiment. Des généraux comme Erich von Ludendorff et Paul von Hindenburg répandirent l'idée que l'armée était restée invaincue au front et que la reddition était le fruit de la trahison des politiciens, des socialistes et des juifs. Ce récit du coup de poignard dans le dos devint un mythe puissant qui allait marquer la vie politique allemande d'après-guerre. Le Kaiser Guillaume II abdiqua et s'enfuit aux Pays-Bas. À Berlin, les sociaux-démocrates proclamèrent la République de Weimar, un régime démocratique né dans des conditions extrêmement difficiles. Des manifestations communistes inspirées par la révolution russe envahirent les rues, tandis que des groupes paramilitaires d'extrême droite répondaient par la violence. La jeune République dut négocier la paix avec les vainqueurs tout en tentant de contenir l'effondrement social et économique. Pour les Alliés, il n'y avait pas de place pour l'indulgence. La France avait subi des ravages sur son propre territoire au cours de 4 années de guerre de tranchées, avec des villes rasées, des millions d'hectares de terres agricoles rendues inutilisables et plus d'1 million de morts. La Grande-Bretagne exigeait également des sanctions. Le blocus allemand avait compromis l'approvisionnement des îles, tandis que les attaques au gaz et les bombardements aériens avaient modifié les règles traditionnelles du combat. L'opinion publique à Paris et à Londres exigeait des réparations intégrales. En juin 1919, des délégués allemands furent convoqués au château de Versailles. Ce lieu, évoquant la proclamation de l'Empire allemand en 1871, devint alors le théâtre d'une humiliation. Le traité imposa 440 articles qui transformèrent la position de l'Allemagne en Europe. L'article 231 déclara l'Allemagne et ses alliés responsables de la guerre et de tous les dommages qui en découlaient, établissant ainsi le fondement juridique de réparation sans précédent. La Commission interalliée des réparations fixa la dette à 132 milliards de marks, une somme exorbitante. Des paiements furent exigés en espèces et en nature, charbon, acier, produits chimiques, navires, bétail et même œuvres d'art. La France réclamait 16 millions de tonnes de charbon par an, soit plus du quart de la production allemande. L'économie, affaiblie par la guerre, n'était pas en mesure de supporter ces charges sans s'effondrer. L'économiste britannique John Maynard Keynes démissionna en signe de protestation, qualifiant le traité d'erreur catastrophique, bien que ses avertissements aient été ignorés. Des pertes territoriales accompagnèrent la pression économique. L'Alsace-Lorraine fut restituée à la France. La Sarre resta sous administration internationale, sa production de charbon lui étant attribuée. Un corridor polonais séparait la Prusse orientale du reste du pays. Danzig devint une ville libre sous tutelle internationale, et la Haute-Silésie fut divisée, livrant à la Pologne ses zones industrielles les plus riches. Au total, l'Allemagne perdit plus de 10% de sa population, 13% de son territoire européen et des zones qui concentraient la majeure partie de sa production de fer et un quart de son charbon. Les restrictions militaires ont achevé l'asphyxie. L'armée a été réduite à 100 000 hommes, sans service obligatoire, sans artillerie lourde, sans chars, sans aviation et sans armes chimiques.
La marine est restée limitée à quelques navires obsolètes, sans sous-marins. La Rhénanie a été déclarée zone démilitarisée, interdisant la présence de troupes allemandes. Pour une nation dont l'identité s'était forgée autour de la tradition militaire prussienne, ces restrictions se sont avérées humiliantes. Le 28 juin 1919, jour du 5e anniversaire de l'assassinat de l'archiduc à Sarajevo, le traité fut signé. Les délégués allemands le signèrent malgré leurs protestations, le qualifiant de diktat imposé par la force. En Allemagne, ils furent accueillis comme des traîtres, et ce document devint le symbole de l'humiliation nationale. Le respect des réparations s'est avéré impossible dès le départ. En 1922, Berlin a demandé un moratoire. La réponse française a été d'occuper militairement la Ruhr en janvier 1923, avec le soutien de la Belgique. Le gouvernement allemand a réagi par une résistance passive, des grèves générales dans les mines et les usines, accompagnées d'une impression massive de papier-monnaie pour soutenir les grévistes. Cela a déclenché une hyperinflation sans précédent. Les prix se multipliaient au fil de la journée. Les salaires étaient versés 2 fois par jour afin que les familles puissent dépenser leur argent avant qu'il ne se déprécie. $1, qui avant la guerre équivalait à quelques marques, s'est échangé contre des milliards en novembre 1923. Les économies de générations entières ont disparu en quelques semaines et la classe moyenne, qui avait traditionnellement soutenu l'ordre politique, a été ruinée. La confiance dans la République de Weimar s'est effondrée. Le traité de Versailles devint le symbole de tous les malheurs. Dans les cafés, les universités et les journaux, l'idée que l'Allemagne avait été injustement dépossédée était répétée. La démilitarisation de la Rhénanie, la perte des colonies africaines et la réduction des effectifs militaires furent interprétées non comme des mesures de sécurité pour les Alliés, mais comme des atteintes à l'honneur national. Dans les salles de classe, les enfants apprirent que leur pays avait été puni de manière disproportionnée. Dans le discours public, l'image d'un peuple victime d'un complot international se consolida. La crise de 1929 aggrava la situation. Le chômage dépassa les 6 millions de personnes, les faillites se multiplièrent et la polarisation politique s'accentua. Les partis qui avaient accepté Versailles perdirent en crédibilité, tandis que ceux qui promettèrent sa destruction gagnèrent du terrain. À Munich, un vétéran autrichien du nom d'Adolf Hitler associa la défaite, les réparations, l'hyperinflation et la crise mondiale dans un récit pointant du doigt les coupables internes et externes. Son discours offrait non seulement une explication de l'humiliation allemande, mais aussi la promesse d'une rédemption future. L'ascension des dictateurs, Hitler, Mussolini et le Japon. La République de Weimar avait atteint une certaine stabilité dans la seconde moitié des années 1920 grâce à l'afflux de capitaux américains qui avaient soutenu la reprise industrielle allemande. Les usines avaient repris leur production, le chômage avait diminué et les partis extrémistes avaient reculé. Cependant, cette reprise reposait sur des bases fragiles et dépendait de la stabilité internationale. Le 29 octobre 1929, l'effondrement de la bourse de New York déclencha une crise mondiale qui toucha l'Allemagne avec une violence particulière. Le retrait soudain des crédits américains paralysa l'industrie, les banques firent faillite et le chômage atteignit des sommets sans précédent. En quelques années, des millions d'Allemands se retrouvèrent sans emploi ni épargne. Le désespoir social offrit un terreau fertile aux discours radicaux. Adolf Hitler, vétéran autrichien de la Grande Guerre, a su tirer profit de cette conjoncture. Après l'échec du coup d'État de Munich en 1923, il a passé un bref séjour en prison, où il a écrit le premier volume de Mon combat. Dans ces pages, il formulait un programme idéologique combinant antisémitisme, nationalisme extrême et théorie de l'espace vital en Europe de l'Est. La défaite de 1918, selon sa vision, était la conséquence d'une conspiration interne entre juifs, marxistes et politiciens républicains. Libéré en 1924, Hitler réorganisa le Parti national-socialiste dans le cadre d'une stratégie de conquête du pouvoir par des moyens légaux. L'organisation se dota d'une structure hiérarchique rigide et de groupements auxiliaires pour différents secteurs sociaux. Les SA, dirigés par Ernst Röhm, devinrent une force paramilitaire de masse, utilisée pour intimider les opposants dans la rue. Simultanément, Joseph Goebbels perfectionna des techniques de propagande qui transformèrent les rassemblements en spectacles soigneusement orchestrés
avec drapeaux, torches et uniformes. La crise du début des années 1930 a multiplié l'attrait du nazisme. Hitler promettait des emplois aux chômeurs, la dignité à ceux qui se sentaient humiliés par Versailles et l'ordre contre la peur du communisme. Le parti gagna le soutien des classes moyennes et ouvrières défavorisées, désenchantées par la gauche traditionnelle. Aux élections de septembre 1930, les nazis passèrent d'une représentation marginale à la deuxième force parlementaire. En juillet 1932, ils atteignirent la première place, bien que sans majorité absolue. La crise politique fut résolue en janvier 1933 avec la nomination d'Hitler comme chancelier par le président Paul von Hindenburg. Dès lors, le nouveau gouvernement progressa rapidement. L'incendie du Reichstag en février servit de prétexte à la suspension des libertés et à l'emprisonnement de milliers de communistes. En mars, la loi des pleins pouvoirs octroya des pouvoirs dictatoriaux au chancelier. En quelques mois, les partis d'opposition furent interdits, les syndicats dissous et la vie politique soumise au contrôle nazi. La consolidation du régime s'appuyait sur un appareil répressif centralisé. La Gestapo, sous Heinrich Himmler, organisa un réseau de surveillance qui touchait toutes les couches sociales. Les premiers camps de concentration furent ouverts pour les opposants politiques, tandis que les lois de Nuremberg de 1935 institutionnalisèrent la discrimination raciale à l'encontre des Juifs. Parallèlement, la propagande nazie, dirigée par Goebbels depuis son ministère, monopolisa les médias, glorifia le Führer et transforma la loyauté envers son chef en principe absolu. La reprise économique renforça la légitimité du régime. De grands projets de travaux publics, comme la construction d'autoroutes, absorbèrent la main-d'œuvre au chômage. Le réarmement clandestin puis public revitalisa les industries stratégiques. En quelques années, le chômage fut considérablement réduit et de larges pans de la population attribuèrent cette amélioration à la direction d'Hitler. Alors que l'Allemagne devenait une dictature totalitaire, l'Italie avait déjà emprunté cette voie 10 ans plus tôt. Benito Mussolini avait accédé au pouvoir en octobre 1922 après une période de grèves et de violences politiques qui avait paralysé le système parlementaire. La marche sur Rome, plus un geste de propagande qu'une opération militaire efficace, força le roi Victor Emmanuel III à le charger de former le gouvernement. Une fois installé au pouvoir, Mussolini démantela progressivement les institutions démocratiques. La loi Acerbo de 1923 garantissait la majorité parlementaire au parti fasciste, tandis que l'assassinat du député socialiste Giacomo Matteotti en 1924 marquait le début d'une dictature ouverte. La plupart des lois fascistes de 1925 et 1926 abolissaient la liberté de la presse, interdisaient l'opposition et créaient des tribunaux spéciaux pour les crimes politiques. Le régime consolida le système corporatif où les hommes d'affaires et les travailleurs restaient soumis au contrôle de l'État. La propagande exaltait le culte du duce et l'idée d'une nouvelle Rome impériale. Mussolini orientait sa politique étrangère vers l'expansion méditerranéenne et africaine. L'invasion de l'Éthiopie en 1935 fut présentée comme une revanche de la défaite d'Adwa et comme la confirmation d'une nouvelle puissance fasciste sur la scène internationale. En Asie de l'Est, le Japon a suivi une voie différente, mais avec des résultats similaires. Le pays avait combattu aux côtés des Alliés pendant la Première Guerre mondiale, obtenant des concessions en Chine et dans le Pacifique. Cependant, son industrialisation dépendait des importations de ressources stratégiques comme le pétrole, le fer et les denrées alimentaires. La Grande Dépression a durement touché l'économie japonaise, faisant chuter les prix des exportations comme la soie et générant un chômage massif dans les campagnes. Le système politique japonais combinait des institutions parlementaires et une monarchie impériale de caractère sacré. L'empereur Hirohito incarnait la légitimité nationale, mais l'armée et la marine jouissaient d'une autonomie et d'un accès direct à sa personnalité, ce qui leur permettait d'imposer des décisions stratégiques sans contrôle civil. La crise économique et la montée du nationalisme renforçaient les secteurs militaires qui prenaient l'expansion territoriale comme solution aux problèmes internes. En septembre 1931, des officiers de l'armée du Guandong organisèrent l'incident de Mukden comme prétexte pour occuper la Mandchourie. Le succès de l'opération et la tiédeur de la réaction internationale affaiblirent encore davantage les politiciens civils. Au cours des années suivantes,
Une vague d'assassinats politiques mit fin aux dirigeants modérés, tandis que les sociétés ultranationalistes agissaient en toute impunité. En 1932, le premier ministre Inukai Tsuyoshi fut assassiné par des officiers de marine et le pouvoir civil resta définitivement subordonné au commandement militaire. L'empereur Hirohito, présenté comme une figure divine, a légitimé ses politiques. L'éducation a inculqué l'obéissance absolue et la supériorité raciale. En 1937, le Japon était sous contrôle militaire quasi total. Les partis politiques avaient été absorbés par une organisation unique, l'économie était orientée vers la production de guerre et l'objectif de la sphère de coprospérité de la Grande Asie de l'Est, sous direction japonaise, a été proclamé. L'invasion à grande échelle de la Chine la même année a confirmé la tendance expansionniste. En Europe et en Asie, la montée d'Hitler, de Mussolini et du militarisme japonais a répondu à des circonstances spécifiques, mais a abouti au même résultat. L'instauration de régimes autoritaires prêts à remettre en cause l'ordre international établi après la Première Guerre mondiale. La combinaison du ressentiment national, de la crise économique et de la faiblesse de la démocratie libérale a ouvert la voie à un scénario dans lequel les puissances révisionnistes ont commencé à se préparer à un conflit mondial. L'ascension des dictateurs, Hitler, Mussolini et le Japon. La République de Weimar avait atteint une certaine stabilité dans la seconde moitié des années 1920 grâce à l'afflux de capitaux américains qui avaient soutenu la reprise industrielle allemande. Les usines avaient repris leur production, le chômage avait diminué et les partis extrémistes avaient reculé. Cependant, cette reprise reposait sur des bases fragiles et dépendait de la stabilité internationale. Le 29 octobre 1929, l'effondrement de la bourse de New York déclencha une crise mondiale qui toucha l'Allemagne avec une violence particulière. Le retrait soudain des crédits américains paralysa l'industrie, les banques firent faillite et le chômage atteignit des sommets sans précédent. En quelques années, des millions d'Allemands se retrouvèrent sans emploi ni épargne. Le désespoir social offrit un terreau fertile aux discours radicaux. Adolf Hitler, vétéran autrichien de la Grande Guerre, a su tirer profit de cette conjoncture. Après l'échec du coup d'État de Munich en 1923, il a passé un bref séjour en prison où il a écrit le premier volume de Mon combat dans ses pages. Il formulait un programme idéologique combinant antisémitisme, nationalisme extrême et théorie de l'espace vital en Europe de l'Est. La défaite de 1918, selon sa vision, était la conséquence d'une conspiration interne entre juifs, marxistes et politiciens républicains. Libéré en 1924, Hitler réorganisa le Parti national-socialiste dans le cadre d'une stratégie de conquête du pouvoir par des moyens légaux. L'organisation se dota d'une structure hiérarchique rigide et de groupements auxiliaires pour différents secteurs sociaux. Les SA, dirigés par Ernst Röhm, devinrent une force paramilitaire de masse utilisée pour intimider les opposants dans la rue. Simultanément, Joseph Goebbels perfectionna des techniques de propagande qui transformèrent les rassemblements en spectacles soigneusement orchestrés, avec drapeaux, torches et uniformes. La crise du début des années 1930 a multiplié l'attrait du nazisme. Hitler promettait des emplois aux chômeurs, la dignité à ceux qui se sentaient humiliés par Versailles et l'ordre contre la peur du communisme. Le parti gagna le soutien des classes moyennes et ouvrières défavorisées, désenchantées par la gauche traditionnelle. Aux élections de septembre 1930, les nazis passèrent d'une représentation marginale à la deuxième force parlementaire. En juillet 1932, ils atteignirent la première place, bien que sans majorité absolue. La crise politique fut résolue en janvier 1933 avec la nomination d'Hitler comme chancelier par le président Paul von Hindenburg. Dès lors, le nouveau gouvernement progressa rapidement. L'incendie du Reichstag en février servit de prétexte à la suspension des libertés et à l'emprisonnement de milliers de communistes. En mars, la loi des pleins pouvoirs octroya des pouvoirs dictatoriaux au chancelier. En quelques mois, les partis d'opposition furent interdits, les syndicats dissous et la vie politique soumise au contrôle nazi. La consolidation du régime s'appuyait sur un appareil répressif centralisé. La Gestapo, sous Heinrich Himmler, organisa un réseau de surveillance qui touchait toutes les couches sociales. Les premiers camps de concentration furent ouverts pour les opposants politiques, tandis que les lois de Nuremberg de 1935 institutionnalisèrent la discrimination raciale à l'encontre des Juifs.
Parallèlement, la propagande nazie, dirigée par Goebbels depuis son ministère, monopolisa les médias, glorifia le Führer et transforma la loyauté envers son chef en principe absolu. La reprise économique renforça la légitimité du régime. De grands projets de travaux publics, comme la construction d'autoroutes, absorbèrent la main-d'œuvre au chômage. Le réarmement clandestin, puis public, revitalisa les industries stratégiques. En quelques années, le chômage fut considérablement réduit et de larges pans de la population attribuèrent cette amélioration à la direction d'Hitler. Alors que l'Allemagne devenait une dictature totalitaire, l'Italie avait déjà emprunté cette voie 10 ans plus tôt. Benito Mussolini avait accédé au pouvoir en octobre 1922 après une période de grève et de violence politique qui avait paralysé le système parlementaire. La marche sur Rome, plus un geste de propagande qu'une opération militaire efficace, força le roi Victor Emmanuel III à le charger de former le gouvernement. Une fois installé au pouvoir, Mussolini démantela progressivement les institutions démocratiques. La loi Acerbo de 1923 garantissait la majorité parlementaire au parti fasciste, tandis que l'assassinat du député socialiste Giacomo Matteotti en 1924 marquait le début d'une dictature ouverte. La plupart des lois fascistes de 1925 et 1926 abolissaient la liberté de la presse, interdisaient l'opposition et créaient des tribunaux spéciaux pour les crimes politiques. Le régime consolida le système corporatif où les hommes d'affaires et les travailleurs restaient soumis au contrôle de l'État. La propagande exaltait le culte du Duce et l'idée d'une nouvelle Rome impériale. Mussolini orientait sa politique étrangère vers l'expansion méditerranéenne et africaine. L'invasion de l'Éthiopie en 1935 fut présentée comme une revanche de la défaite d'Adwa et comme la confirmation d'une nouvelle puissance fasciste sur la scène internationale. En Asie de l'Est, le Japon a suivi une voie différente, mais avec des résultats similaires. Le pays avait combattu aux côtés des Alliés pendant la Première Guerre mondiale, obtenant des concessions en Chine et dans le Pacifique. Cependant, son industrialisation dépendait des importations de ressources stratégiques comme le pétrole, le fer et les denrées alimentaires. La Grande Dépression a durement touché l'économie japonaise, faisant chuter les prix des exportations comme la soie et générant un chômage massif dans les campagnes. Le système politique japonais combinait des institutions parlementaires et une monarchie impériale de caractère sacré. L'empereur Hirohito incarnait la légitimité nationale, mais l'armée et la marine jouissaient d'une autonomie et d'un accès direct à sa personnalité, ce qui leur permettait d'imposer des décisions stratégiques sans contrôle civil. La crise économique et la montée du nationalisme renforçaient les secteurs militaires qui prônaient l'expansion territoriale comme solution aux problèmes internes. En septembre 1931, des officiers de l'armée du Guandong organisèrent l'incident de Mukden comme prétexte pour occuper la Mandchourie. Le succès de l'opération et la tiédeur de la réaction internationale affaiblirent encore davantage les politiciens civils. Au cours des années suivantes, une vague d'assassinats politiques mit fin aux dirigeants modérés, tandis que les sociétés ultranationalistes agissaient en toute impunité. En 1932, le premier ministre Inuka Itsuyoshi fut assassiné par des officiers de marine et le pouvoir civil resta définitivement subordonné au commandement militaire. L'empereur Hirohito, présenté comme une figure divine, a légitimé ses politiques. L'éducation a inculqué l'obéissance absolue et la supériorité raciale. En 1937, le Japon était sous contrôle militaire quasi total. Les partis politiques avaient été absorbés par une organisation unique, l'économie était orientée vers la production de guerre et l'objectif de la sphère de coprospérité de la Grande Asie de l'Est, sous direction japonaise, a été proclamé. L'invasion à grande échelle de la Chine la même année a confirmé la tendance expansionniste. En Europe et en Asie, la montée d'Hitler, de Mussolini et du militarisme japonais a répondu à des circonstances spécifiques, mais a abouti au même résultat. L'instauration de régimes autoritaires prêts à remettre en cause l'ordre international établi après la Première Guerre mondiale. La combinaison du ressentiment national, de la crise économique et de la faiblesse de la démocratie libérale a ouvert la voie à un scénario dans lequel les puissances révisionnistes ont commencé à se préparer à un conflit mondial. L'Espagne comme laboratoire, la guerre civile et l'essai du Blitzkrieg.
La proclamation de la Seconde République espagnole en avril 1931, après le départ du roi Alphonse XIII, ouvrit un processus de profonde réforme. Le nouveau régime favorisa la séparation de l'Église et de l'État, la redistribution des terres, la modernisation de l'armée et l'expansion de l'éducation publique. Cependant, ces transformations rencontrèrent une opposition immédiate dans les secteurs conservateurs qui percevaient une menace pour leurs intérêts traditionnels. La polarisation politique s'est accentuée dès les premières années. La droite catholique et monarchiste s'est organisée au sein de la Confédération espagnole des droits autonomes, tandis que la gauche était fragmentée entre républicains, socialistes et anarchistes, fortement implantés dans les régions rurales et urbaines. Les affrontements entre travailleurs mobilisés et forces de l'ordre ont érodé l'autorité de l'État et consolidé un climat de violence constante. Les élections de février 1936 ont donné la victoire au Front populaire, coalition de gauche qui promettait d'accélérer les réformes. Pour les secteurs conservateurs, ce résultat a confirmé le risque d'une révolution de type soviétique. Dans l'armée, un groupe d'officiers a conspiré contre le gouvernement pendant des mois. Parmi eux se trouvait Francisco Franco, stationné aux Canaries pour l'éloigner des centres de pouvoir, attendant le moment propice pour agir. Le 17 juillet 1936, les garnisons espagnoles du Maroc se révoltèrent. Le lendemain, Franco se joignit à l'insurrection et l'Espagne resta divisée en deux zones, républicaine, contrôlant Madrid, Barcelone, Valence et la majeure partie de la zone industrielle du Nord, et nationaliste, dominant de vastes régions du centre et du sud de la péninsule. La situation de Franco était critique. Ses meilleures troupes, les soldats marocains et la Légion, étaient bloqués en Afrique par la marine républicaine. Pour les transférer dans la péninsule, il demanda l'aide directe de l'Allemagne. Hitler accéda rapidement à sa demande, envoyant des avions de transport qui établirent le premier pont aérien militaire de grande envergure de l'histoire. L'opération permit de transférer des milliers de soldats à Séville et de consolider le front sud. L'intervention allemande répondait à des intérêts stratégiques. Le conflit offrait la possibilité de tester l'armement moderne au combat, de former des officiers et de créer un allié méditerranéen. Dans cet objectif, Berlin envoya la Légion Condor, composée de 109 chasseurs Messerschmitt Bf, de 87 bombardiers en piqué Junkers-Ju et d'unités d'observation tactique. Ces forces expérimentèrent des techniques d'appui aérien rapproché, de bombardements sélectifs et d'opérations psychologiques qui seraient ensuite appliquées en Pologne et en France. L'attaque la plus importante eut lieu le 26 avril 1937 à Guernica. Pendant plusieurs heures, des avions allemands et italiens bombardèrent la ville basque avec des explosifs et des munitions incendiaires. L'objectif n'était pas militaire, mais expérimental. Tester les méthodes de destruction urbaine et mesurer les effets de la terreur aérienne sur la population civile. Les résultats furent étudiés minutieusement et servirent de base à la doctrine de la guerre éclair. L'Italie intervint également massivement. Mussolini envoya le Corpo Truppe Volontari, une force de plusieurs dizaines de milliers de soldats réguliers avec de l'artillerie, des blindés et des centaines d'avions. La participation italienne poursuivait des objectifs similaires à ceux de l'Allemagne: former des troupes, valider du matériel de guerre et renforcer la position méditerranéenne. Pour Mussolini, la guerre d'Espagne offrait également l'occasion d'exposer la puissance fasciste contre la France et de consolider le régime qui lui était associé à Madrid. Les démocraties occidentales ont adopté une politique de non-intervention. La Grande-Bretagne et la France, craignant une escalade vers une guerre générale, ont interdit l'envoi d'armes à quelque camp que ce soit. En pratique, cette neutralité a favorisé les nationalistes qui ont bénéficié d'un soutien militaire soutenu de l'Allemagne et de l'Italie, tandis que les gouvernements légitimes restaient privés d'approvisionnement comparable. L'Union soviétique a soutenu la République de manière limitée et conditionnelle. Moscou a envoyé des chars, des avions et des conseillers militaires et a exigé le transfert des réserves d'or de la Banque d'Espagne. Ce soutien a renforcé l'influence communiste au sein du Front populaire, intensifiant les tensions avec les anarchistes et les socialistes indépendants. En mai 1937, ces divisions ont éclaté à Barcelone lors d'affrontements ouverts qui ont gravement affaibli le camp républicain. Les brigades internationales, composées d'environ 30 000 volontaires venus de dizaines de pays, représentaient l'effort le plus visible de solidarité étrangère avec la République.
Cependant, le manque d'entraînement et la rareté du matériel moderne limitèrent leur impact sur le front. L'avantage matériel des nationalistes devint évident lors des campagnes de 1938. L'offensive d'Aragon divisa le territoire républicain en deux et confirma l'efficacité de la coordination entre l'artillerie, les blindés et l'aviation. Barcelone tomba en janvier 1939, provoquant l'exode de centaines de milliers de réfugiés vers la France. Madrid résista jusqu'à fin mars, date à laquelle la junte militaire négocia la reddition pour éviter de plus grandes destructions. Le 1er avril 1939, Franco proclamait la fin de la guerre. L'Espagne avait servi de laboratoire aux puissances fascistes. L'Allemagne avait testé des armes et des tactiques qui allèrent perfectionner la Blitzkrieg. L'Italie avait déployé des forces en conditions de guerre réelle. Et les démocraties occidentales avaient montré leur réticence à intervenir, un précédent qui aurait des conséquences décisives au début de la Seconde Guerre mondiale. L'apaisement, Chamberlain face à l'expansionnisme nazi. La victoire de Franco dans la guerre civile espagnole coïncida avec un tournant décisif dans la politique étrangère d'Adolf Hitler. Après 5 années consacrées à la consolidation du pouvoir interne et à la reconstruction secrète des forces armées, le régime nazi était prêt, en 1938, à passer à l'action ouverte. Hitler avait promis dès ses premiers discours que l'Allemagne briserait les chaînes de Versailles et reprendrait sa place de puissance dominante en Europe. Avec une économie stabilisée, un chômage réduit et une Wehrmacht modernisée, il estimait que le moment était venu d'avancer. Son premier objectif était l'Autriche, son pays natal. Depuis la montée du nazisme en Allemagne, le Parti national-socialiste autrichien avait intensifié ses activités, revendiquant l'union avec le Reich et organisant des manifestations pour contester l'autorité du gouvernement viennois. Le chancelier Kurt von Schuschnigg tenta de préserver son indépendance par une politique d'équilibre entre Berlin et les puissances occidentales, mais ses ressources étaient limitées. La pression allemande s'intensifiait chaque mois et, en février 1938, Schuschnigg fut convoqué à Berchtesgaden, où Hitler le reçut dans sa résidence alpine. La réunion était en pratique un ultimatum. Hitler exigeait l'intégration des nazis au gouvernement autrichien, une totale liberté d'action politique du Parti national-socialiste et la subordination de la politique étrangère de Vienne à celle de Berlin. Schuschnigg accepta partiellement, mais, de retour dans son pays, tenta de reconquérir son influence politique. Le 9 mars, il annonça un plébiscite pour décider de l'avenir de l'Autriche. Une consultation était prévue pour le 13 mars, et la question fut formulée en termes favorables à l'indépendance. Êtes-vous favorable à une Autriche libre, indépendante, sociale et chrétienne ? Hitler réagit immédiatement. Le 11 mars, il présenta un ultimatum exigeant l'annulation des consultations et la démission de Schuschnigg. Face à son refus, les troupes allemandes reçurent l'ordre de traverser la frontière. Le 12 mars 1938, la Wehrmacht entra en Autriche sans résistance militaire. Les rues viennoises se remplirent d'une foule acclamant Hitler, même si l'enthousiasme visible ne reflétait pas nécessairement l'ensemble de la population. Le lendemain, Hitler proclama officiellement l'annexion. L'Anschluss intégra 7 millions d'habitants et de précieuses ressources économiques au Reich, dont les réserves d'or de la Banque centrale. Le référendum empêché par Hitler fut néanmoins célébré, mais sous contrôle allemand, avec des bulletins de vote conçus pour favoriser le vote affirmatif et dans un climat d'intimidation. Le résultat officiel annonça un soutien de 99% à l'Union. À l'étranger, la réaction fut minime. La France et la Grande-Bretagne protestèrent officiellement mais ne prirent aucune mesure concrète. Chamberlain déclara au Parlement que, bien qu'il déplorât les méthodes employées, l'union de l'Allemagne et de l'Autriche répondait à des affinités historiques qui rendirent la fusion inévitable. La passivité internationale envoya un signal clair à Hitler. Il pouvait modifier la carte européenne sans tirer un seul coup de feu. L'étape suivante fut la Tchécoslovaquie, État né après la Première Guerre mondiale et regroupant les populations tchèques, slovaques, hongroises et allemandes. Dans la région frontalière des Sudètes vivaient plus de 3 millions d'Allemands, restés séparés de l'Autriche après l'effondrement de l'Empire austro-hongrois. Hitler les présenta comme une communauté opprimée et encouragea Konrad Henlein, chef du parti allemand des Sudètes, à intensifier ses revendications d'autonomie et à dénoncer les prétendues discriminations.
Au cours du printemps et de l'été 1938, Berlin exerça une pression croissante. Hitler prononça des discours dans lesquels il défendait le principe d'autodétermination et revendiquait le droit des Allemands des Sudètes à rejoindre le Reich. Les manifestations organisées par Henlein dégénérèrent en émeutes qui déstabilisèrent la région. Pendant ce temps, le président tchécoslovaque Edvard Beneš tenta de gagner du temps en proposant des concessions d'autonomie, mais refusa d'accepter la cession territoriale. Sur le papier, la Tchécoslovaquie semblait disposer d'une solide position défensive. Son armée était bien entraînée et équipée, les fortifications des Sudètes étaient considérées comme parmi les plus modernes d'Europe et des alliances militaires existaient avec la France et l'Union soviétique. Cependant, le contexte politique affaiblissait sa position. La France vivait une instabilité chronique avec des gouvernements de courte durée qui ne voulaient pas risquer la guerre. L'Union soviétique avait subi des purges staliniennes qui avaient détruit une bonne partie de l'encadrement de l'armée rouge. Et la Grande-Bretagne, sous la direction de Chamberlain, était convaincue que l'essentiel était de préserver la paix à presque n'importe quel prix. En septembre 1938, Chamberlain décida d'intervenir personnellement. À 69 ans, il embarqua pour la première fois en avion pour rencontrer Hitler à Berchtesgaden. Le dirigeant allemand assura que sa seule aspiration territoriale était l'annexion des Sudètes et promit qu'une fois cette exigence satisfaite, il n'aurait plus de revendications en Europe. Chamberlain revint convaincu d'avoir trouvé la solution pour éviter la guerre. Accorder à l'Allemagne la région des Sudètes en échange de garanties pour le reste de la Tchécoslovaquie. Le Premier ministre britannique, accompagné de son homologue français Édouard Daladier, fit pression sur Beneš pour qu'il accepte la cession. Le président tchécoslovaque tenta de résister, mais sans le soutien militaire de ses alliés, il ne disposait d'aucune marge de manœuvre réelle. Cependant, lors d'une seconde réunion tenue à Bad Godesberg le 22 septembre, Hitler durcit sa position. Il exigea l'occupation immédiate des Sudètes par les troupes allemandes et ajouta de nouvelles revendications pour la Pologne et la Hongrie sur les territoires tchécoslovaques. La crise s'intensifia. La Tchécoslovaquie décrète la mobilisation générale. La France mobilise partiellement son armée et la Royal Navy est mise en état d'alerte. Pendant quelques jours, l'Europe sembla au bord d'un conflit général. Dans ce contexte, Benito Mussolini proposa une conférence internationale. Une réunion eut lieu à Munich le 29 septembre avec Hitler, Chamberlain, Daladier et Mussolini. La Tchécoslovaquie ne fut pas invitée et l'Union soviétique fut délibérément exclue. L'accord signé aux premières heures du 30 septembre accordait à l'Allemagne l'occupation immédiate des Sudètes, tandis que la Pologne et la Hongrie recevraient également des concessions territoriales. En échange, Hitler signa une déclaration dans laquelle il s'engageait à ne nourrir aucune nouvelle ambition territoriale en Europe. Chamberlain revint à Londres, montrant un document signé avec Hitler et prononça sa célèbre phrase « La paix est instaurée pour notre époque ». Il fut accueilli par une foule célébrant un apparent succès diplomatique. Mais à Westminster, des personnalités comme Winston Churchill dénoncèrent cet accord comme une capitulation sacrifiant un allié démocratique au nom d'une paix illusoire. L'occupation allemande des Sudètes s'est déroulée selon le calendrier convenu. Les troupes allemandes sont entrées dans la région entre le 1er et le 10 octobre, ont occupé les principales villes et démantelé les fortifications frontalières. La Tchécoslovaquie a perdu environ un tiers de sa population et environ 35% de son industrie lourde. D'un point de vue stratégique, elle est restée sans défense. Hitler avait remporté une victoire diplomatique totale. Grâce à des menaces de guerre et des promesses de modération, il avait réussi à légitimer l'expansion territoriale sans recourir au combat. La politique d'apaisement, conçue pour préserver la paix par des concessions limitées, lui permit d'intégrer des régions stratégiques et de renforcer sa position internationale. Cependant, la trêve se révéla éphémère. À peine 5 mois plus tard, en mars 1939, Hitler démontra que les promesses de Munich manquaient de valeur. Profitant des tensions entre Tchèques et Slovaques, il convoqua le président Emil Hácha à Berlin. Sous l'intimidation directe, il le força à accepter l'instauration d'un protectorat allemand sur le reste de la Tchécoslovaquie. Le 15 mars, les troupes allemandes occupèrent Prague sans coup férir. Pour la première fois, Hitler annexait des territoires habités par des populations non germaniques,
abandonnant le principe d'autodétermination qu'il avait invoqué pour justifier l'Anschluss et la crise des Sudètes. L'occupation totale de la Tchécoslovaquie révélait la véritable nature de ses ambitions. Il ne s'agissait pas de réunir les peuples allemands dispersés, mais de construire un empire continental sous domination nazie. Le pacte des démons, Hitler et Staline divisent l'Europe. L'occupation allemande de Prague en mars 1939 marqua un tournant décisif dans la politique européenne. Les promesses faites à Munich à peine 6 mois plus tôt s'étaient révélées être une manœuvre temporaire, et la confiance dans les garanties allemandes s'était complètement effondrée. Pour la première fois, les démocraties occidentales reconnaissaient l'échec de l'apaisement. La probabilité d'un nouveau conflit européen cessa d'être une hypothèse pour devenir un horizon immédiat. Le 31 mars, à peine 2 semaines après l'entrée de l'Allemagne à Prague, Neville Chamberlain annonça à la Chambre des communes que la Grande-Bretagne et la France garantissaient l'indépendance de la Pologne. Cette déclaration marquait un tournant radical par rapport à la ligne de prudence britannique qui avait évité tout engagement militaire direct sur le continent depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Cependant, ce tournant comportait une contradiction insurmontable. Les puissances occidentales manquaient de moyens concrets pour défendre la Pologne en cas d'attaque. La géographie a isolé la Pologne de ses nouveaux alliés. Il n'existait aucune frontière commune avec la France ou la Grande-Bretagne, et seule la mer Baltique, dominée par l'aviation et la marine allemande, constituait une possibilité de soutien direct. La voie terrestre via l'Union soviétique était encore plus problématique, les relations entre Varsovie et Moscou étant marquées par une méfiance mutuelle. Pour les dirigeants polonais, le souvenir de la guerre polono-soviétique de 1920 pesait plus lourd que toute menace abstraite. Le souvenir de l'armée rouge atteignant Varsovie avait renforcé la conviction que Moscou était aussi dangereuse que Berlin. Le maréchal Eduard Ritz-Śmigły, commandant en chef de l'armée polonaise, l'exprima clairement en déclarant « Quelles que soient les circonstances, la Pologne n'autorisera pas l'entrée de troupes soviétiques sur son territoire. » Au printemps 1939, les diplomates britanniques et français tentèrent de conclure un accord avec l'Union soviétique pour contenir l'Allemagne. Mais les négociations furent lentes et sans résultat. Moscou exigea que tout accord prévoie un droit d'intervention soviétique dans les États baltes et en Pologne en cas de menace allemande. Cette condition s'avéra inacceptable pour Varsovie et difficile à accepter pour Londres et Paris, qui craignaient de donner carte blanche à Staline sur des régions ayant fait partie de l'Empire russe. La méfiance fut aggravée par l'attitude des délégations occidentales. Les représentants britanniques et français se rendirent à Moscou par bateau, mettant plusieurs jours à arriver et ne disposant pas des pleins pouvoirs nécessaires pour engager leur gouvernement. Les soviétiques interprétèrent ce comportement comme un manque de sérieux et comparèrent la lenteur occidentale à la rapidité des actions diplomatiques allemandes lors des crises précédentes. L'impression s'installa à Moscou que les puissances démocratiques cherchaient à confier à l'Union soviétique l'essentiel du poids d'une éventuelle guerre, tout en restant à distance. Dans ce contexte, Staline décida d'explorer un tournant stratégique. Le 3 mai, il remplaça son commissaire aux affaires étrangères, Maxime Litvinov, identifié à la politique occidentale par Vyacheslav Molotov, homme d'une confiance absolue et beaucoup plus pragmatique. Ce changement de cap envoya un signal clair. Moscou était disposé à envisager sérieusement une entente avec Hitler. Pour Staline, le pacte avec l'Allemagne offrait des avantages immédiats. Il lui permettrait de gagner du temps pour achever la modernisation de l'armée rouge, affaiblie par les purges de la fin des années 1930 qui avaient éliminé une bonne partie de son corps d'officiers expérimentés. Il ouvrait également la possibilité de récupérer des territoires ayant fait partie de l'Empire tsariste, la Pologne orientale, les États baltes, la Finlande et la Bessarabie. Les premiers contacts furent présentés sous forme d'accords commerciaux. L'Allemagne avait besoin de pétrole, de céréales, de coton et de métaux que l'Union soviétique pouvait fournir en abondance. En échange, Moscou recherchait des machines industrielles et de la technologie militaire. Les discussions avancèrent rapidement durant l'été 1939, alors qu'Hitler avait déjà décidé que l'invasion de la Pologne commencerait avant l'hiver. Le calendrier militaire imposait de neutraliser tout risque de guerre sur 2 fronts et pour cela, il était essentiel de garantir la passivité soviétique. Le 23 août 1939,
le ministre allemand des Affaires étrangères, Joachim von Ribbentrop, arriva à Moscou et signa avec Molotov le traité de non-agression. La rapidité du processus contrastait avec la parcimonie des négociations avec Londres et Paris. Le pacte comprenait des clauses publiques et des protocoles secrets. Dans sa partie officielle, les deux parties s'engageaient à ne pas s'attaquer mutuellement ni à soutenir des pays tiers qui le feraient. Dans sa partie confidentielle, la division de l'Europe de l'Est en sphères d'influence était délimitée. Selon les protocoles, la Pologne serait divisée selon une ligne suivant approximativement les rivières Narew, Vistule et San. L'Estonie, la Lettonie et la Finlande restèrent sous influence soviétique, tandis que la Lituanie fut initialement attribuée à l'Allemagne, bien que la délimitation fût ultérieurement modifiée. La Roumanie entra également en jeu, la Bessarabie étant considérée comme une région d'intérêt soviétique. En pratique, Hitler et Staline s'étaient mis d'accord sur la destruction de la Pologne et la redéfinition de la carte de l'Europe centrale sans la participation des puissances occidentales. Le pacte a surpris l'opinion publique mondiale. Pendant des années, le nazisme et le communisme s'étaient présentés comme des ennemis idéologiques absolus. Les partis communistes européens, qui avaient dénoncé le fascisme comme une menace suprême, reçurent l'ordre de Moscou de changer de discours du jour au lendemain et de présenter la guerre imminente comme un conflit entre puissances impérialistes. Pour Hitler, le pacte éliminait le principal obstacle à l'opération militaire qu'il avait planifiée. Pour Staline, il représentait une opportunité d'expansion territoriale sans coût immédiat. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne lança l'invasion de la Pologne, baptisée Fallweiss. Dès l'aube, la Luftwaffe bombarda les bases aériennes, les gares et les villes polonaises. L'armée allemande pénétra de multiples directions. Le groupe d'armées nord progressa de la Prusse orientale vers Varsovie et le corridor polonais, tandis que le groupe d'armées sud progressait de la Silésie et de la Slovaquie vers Cracovie et Lublin. La coordination entre blindés et aviation démontra l'efficacité de la nouvelle doctrine de la guerre éclair. L'armée polonaise manquait de moyens pour faire face à cette offensive. Son aviation fut largement détruite au sol dès les premiers jours. Les chars étaient rares et obsolètes, et la doctrine militaire restait fondée sur l'expérience de la Première Guerre mondiale. Malgré une résistance tenace lors de plusieurs batailles locales, l'écrasement était inévitable. Une prétendue attaque polonaise contre la station de radio de Gleiwitz, en réalité organisée par des agents allemands déguisés, servit de prétexte de propagande pour justifier l'agression. Le 3 septembre, conformément à leurs engagements, la Grande-Bretagne et la France déclarèrent la guerre à l'Allemagne. Cependant, elles ne lancèrent pas d'opérations offensives significatives sur le front occidental. La France mobilisa ses armées derrière la ligne Maginot et se limita à des patrouilles mineures en Sarre, tandis que la Grande-Bretagne déployait progressivement son corps expéditionnaire. Cette inactivité, surnommée la drôle de guerre, permit à l'Allemagne de concentrer toute son énergie sur la campagne de Pologne. Le 17 septembre, l'armée rouge franchit la frontière orientale en application des protocoles secrets du pacte. L'invasion soviétique était officiellement justifiée par la protection des minorités ukrainiennes et biélorusses après l'effondrement de l'État polonais. En réalité, il s'agissait de l'exécution littérale du partage convenu à Moscou. La résistance polonaise resta sans issue. Varsovie capitula le 27 septembre après un siège dévastateur et la dernière unité polonaise organisée se rendit à Kock le 6 octobre. Le partage de la Pologne fut exécuté conformément au pacte. L'Allemagne incorpora directement Poznań, la Silésie et le corridor de Danzig, outre Varsovie et le centre du pays, sous le gouvernement général, dont l'administration civile était soumise à une occupation militaire. L'Union soviétique annexa la Pologne orientale, qui fut intégrée aux républiques soviétiques d'Ukraine et de Biélorussie. Dans les deux zones, une politique de répression systématique contre les élites politiques, militaires et intellectuelles commença immédiatement. Le pacte Molotov-Ribbentrop ne se limitait pas à autoriser la destruction de la Pologne. Au cours des mois suivants, l'Union soviétique fit pression sur l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie pour qu'elles acceptent des traités d'assistance mutuelle prévoyant l'établissement de bases militaires soviétiques. En novembre 1939, Moscou exigea des concessions territoriales de la Finlande. Après le refus d'Helsinki, l'armée rouge déclencha la guerre d'hiver. Au même moment, au sud, Staline avançait ses positions sur la Bessarabie. Pour l'Allemagne,
Cet accord signifiait une sécurité stratégique temporaire. La frontière orientale était sécurisée et les approvisionnements soviétiques commençaient à affluer. Pétrole, céréales, coton et métaux, ce qui permettait de résister au blocus naval britannique. Pour Staline, ce pacte relevait d'un calcul cynique. Rester à l'écart tandis que les puissances capitalistes s'affaiblissaient dans une guerre prolongée tout en étendant l'influence soviétique sur des territoires qu'il considérait comme légitimement siens. Cependant, sous l'apparente solidité du pacte se cachaient des contradictions irréconciliables. Hitler n'avait jamais abandonné sa vision de la guerre contre le bolchevisme comme objectif final. Staline, profondément méfiant envers l'Allemagne, utilisa l'accord comme mesure provisoire pour gagner du temps. Le pacte des démons était par essence un mariage de convenance entre deux régimes qui se préparaient consciemment ou inconsciemment à s'affronter.